Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodons l'écho. En 3 ans, la production d'électricité issue de l'énergie solaire a été multipliée par 10 au pays. Un début seulement, si l'on en croit le nouvel objectif annoncé par le gouvernement récemment, multiplier par 8 la part des énergies renouvelables dans notre consommation électrique d'ici 5 ans. Pour cela, il entend s'appuyer principalement sur l'énergie solaire. Quel est le potentiel de l'énergie photovoltaïque? On en parle ce soir dans Décodons l'écho. Pour cela, je suis accompagnée de Samuel Gorohouna. Bonsoir. Bonsoir. Samuel, tu es enseignant-chercheur sur le campus de Baco en sciences économiques. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est partenaire de cette émission. Le gouvernement mise sur le solaire pour ces 5 prochaines années, mais c'est un secteur qui est déjà en plein boom. Oui, c'est vrai qu'on voit fleurir un peu partout sur les toits ou dans les fermes solaires beaucoup de panneaux photovoltaïques. Sur un an, par exemple, la production de photovoltaïque a été multipliée par 2,5. Et si on prend sur nos toitures, la différence entre 2018 et 2019, c'est 2 fois plus du coup de puissance sur nos toitures, ce que révèle le schéma de la transition énergétique de la DIMEC. Alors le solaire, c'est une question écologique, mais c'est aussi une question économique. On va donc se pencher sur le budget d'une famille de Poindimier équipée de panneaux solaires depuis 2 ans. Pour quel coût et avec quels bénéfices? On détaillera cela. Et puis nous irons aussi à Lifou. L'île devrait atteindre l'autonomie énergétique dans 6 mois, en grande partie grâce au photovoltaïque. Nous verrons comment. Cap sur l'énergie solaire, c'est tout de suite. Alors avant de nous enthousiasmer sur le potentiel de l'énergie solaire, on va d'abord observer notre point de départ, car aujourd'hui la production électrique du pays est essentiellement issue des énergies fossiles. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des énergies renouvelables, mais en réalité, en Calédonie, la production d'énergie électrique, elle est d'abord et avant tout de la production issue des énergies fossiles. À 45%, c'est du charbon et à 36%, c'est du fioul. Le photovoltaïque dont on va parler aujourd'hui, c'est uniquement 3,5% de la production électrique du pays. Alors si à la production solaire on ajoute l'énergie éolienne et hydraulique, on arrive à 13,7% d'énergie renouvelable. C'est ce chiffre que le gouvernement veut voir grimper dans les 5 prochaines années. L'île de Lifou, elle, ne va pas attendre 2025 pour atteindre l'autonomie énergétique. Elle devrait l'atteindre dans 6 mois environ, en très grande partie grâce au solaire. Les détails avec Faustine Lefranc, notre correspondante à Djéou. Il y a des jours et des nuits où les 3500 clients du réseau de Lifou ne sont alimentés que par les énergies renouvelables. En moyenne, ces énergies représentent 22% de la production électrique de l'île. Dans 6 mois, ce chiffre grimpera à 100%. Prévu initialement pour fin 2020, le projet a pris un peu de retard, notamment en raison de l'épidémie mondiale de coronavirus. Il repose sur un système de stockage unique au monde via 800 batteries. Les systèmes de stockage qui donnent de l'électricité sur un réseau, ça existe déjà, mais c'est avec une consigne permanente. Là, la différence, c'est que c'est le système de stockage qui pilote la distribution. C'est ça qui est unique en fait. Et après cette transition en fait d'une centrale thermique à un mode 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est une première mondiale en termes de développement. En salle de commande, on gère tous les moyens de production de l'île, que ce soit centrale thermique, mais aussi les énergies renouvelables, donc photovoltaïque, éolien. Au début de la journée, en fait, on va commencer à charger les batteries avec le solaire. Et à la fin de la journée, en fait, les batteries vont se décharger avec la compensation de l'éolien qui restera. Et le lendemain matin, on recommence un cycle. C'est-à-dire qu'on recharge les batteries la journée, on les décharge le soir, etc. Donc c'est des cycles de 24 heures. Aujourd'hui, Lifou compte 6 fermes solaires, une éolienne et du biocarburant. Dans 6 mois, 2 nouvelles fermes solaires seront en fonctionnement et l'île comptera alors 20 000 panneaux solaires, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. 2 nouvelles éoliennes seront aussi installées et 1600 batteries supplémentaires. Début 2021, Djéou sera donc entièrement alimenté en énergie renouvelable, de l'énergie solaire à hauteur de 80% environ. De quoi peut-être inspirer le pays. Je pense que le stockage a un grand avenir. C'est vrai que sur la Grande Terre, ce sera différent, mais on pourra trouver par exemple des lotissements qui seront alimentés aussi bien en solaire qu'en batterie et via le réseau de distribution, et ce sera un mix énergétique. La deuxième chose qui va venir, c'est aussi tous les véhicules qui vont passer peut-être en électrique. Donc là, grâce aux énergies renouvelables, on pourra recharger ces batteries à faible coût.
Pour concrétiser cette transition énergétique, Engie a dû investir 350 millions de francs rien que pour les batteries. Un chiffre qui sera doublé lors de l'installation de la deuxième phase. Et pas question de se rattraper sur la facture des clients. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a en effet mis en place un système de régulation des prix. Malgré tout, Engie espère rentabiliser l'investissement global d'ici 10 à 20 ans. Alors Samuel, ce reportage illustre le boom de l'énergie solaire. 15 000 nouveaux panneaux à Djéou en 6 mois. Beaucoup de nouveaux panneaux à venir sur la Grande Terre aussi. Pourquoi est-ce qu'on accélère tout à coup? Alors c'est vrai que l'énergie solaire, c'est une technologie qui est assez ancienne. Cependant, il y a d'abord une histoire de coût. Si vous regardez sur une plus longue durée, dans les années 70, jusqu'à aujourd'hui, le coût a été divisé par 60. Sur les dernières années, à partir des années 2000, le coût de l'énergie solaire, en tout cas des panneaux photovoltaïques, ça a été divisé par 5. Donc c'est parce qu'il y a une histoire de coût que maintenant les panneaux photovoltaïques se démocratisent, ils sont un peu présents partout dans le monde aujourd'hui. Pourquoi on accélère sur le solaire? On est aussi allé poser la question à Bastien Morvan, c'est le chef du service énergie à la DIMAC. Écoutez-le. Ce développement tout à fait soutenu du photovoltaïque résulte déjà d'une prise de conscience au niveau de nos décideurs des enjeux en lien avec la transition énergétique. Cette prise de conscience s'est concrétisée à travers l'adoption du schéma pour la transition énergétique voté en 2016 par le Congrès, qui permettait finalement de définir un peu une feuille de route en matière de maîtrise de la consommation, de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, lorsque finalement le développement des énergies renouvelables répondait à un critère écologique il y a quelques années, et bien aujourd'hui, en plus du caractère écologique, se présente le caractère économique, puisque l'électricité produite à partir du photovoltaïque est particulièrement compétitive. Et il faut savoir aujourd'hui que le coût du kilowattheure des grosses centrales déployées en Nouvelle-Calédonie est même inférieur au coût de production des énergies fossiles. Je vous propose maintenant de regarder une carte du pays. Sur cette carte, on voit toutes les fermes solaires. En rouge et orange, ce sont les fermes solaires actuellement en fonctionnement, avec un point plus ou moins grand selon la taille des centrales. Et en bleu, ce sont les projets autorisés qui verront le jour dans quelques mois. Alors la plupart sont situés sur la côte ouest, de par son ensoleillement privilégié. Samuel, ça fait beaucoup de points sur la carte. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la Calédonie devienne autonome grâce au solaire? Alors aujourd'hui, la réponse serait clairement non, parce que la production énergique sur l'électricité pour la Calédonie, certes on parle beaucoup du public et de nos consommations, des ménages et des petites industries, mais si on ajoute les grandes usines de nickel, les 3 usines qui sont présentes localement, en fait ces 3 usines-là, c'est 77% de la consommation d'électricité, donc ça paraît quand même très difficile aujourd'hui de rivaliser et d'atteindre des niveaux de production à ce niveau-là. Mais on ne pourrait pas imaginer que ces usines, elles aussi, passent au solaire, au moins en partie? Alors peut-être plus en partie qu'en totalité. C'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique. C'est que si on peut difficilement faire une production totalement solaire pour des raisons aussi techniques, et pareil pour d'autres types d'énergie éolienne, etc., peut-être qu'on peut faire un mix entre de l'énergie fossile d'un côté et puis quand on peut ajouter de l'énergie solaire par ailleurs. Il y a d'autres types d'énergie qui ont été évoqués, notamment pour la centrale de la SLN, pour l'hydrogène, mais ce n'est pas une technologie qui est forcément au point aujourd'hui, en tous les cas où les expériences ont montré que ça marchait plutôt bien. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une hésitation sur le sujet. Alors, il n'y a pas que le gouvernement qui met le cap sur le solaire, les particuliers s'y mettent aussi. L'année dernière, on a installé presque 2 fois plus de puissance solaire sur les toits des particuliers qu'en 2018. On va en parler dans un instant avec la famille Watanabe, mais d'abord, Laïsa va me rejoindre pour la revue de presse. Laïsa, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es toi aussi enseignante-chercheur en sciences économiques sur le campus de Bako à l'université. Et tu as choisi 3 actualités qui ont retenu ton attention ces dernières semaines. Alors, on commence avec cette nouvelle étude de l'ISEE qui nous indique que le salaire moyen a progressé ces 6 dernières années. Une moyenne qui cache en réalité des disparités. Oui, il faut se méfier des moyennes. Généralement, ça gomme les écarts. Et justement, l'intérêt de cette étude de l'ISEE, qui est disponible sur leur site et qui est très bien faite, c'est qu'elle permet d'analyser les inégalités de salaire. Un chiffre,
Les hauts salaires, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, représentent 3,7 fois les bas salaires. Donc c'est un écart qu'on peut considérer comme considérable. En France, il est seulement de 3. Et en 6 années, cet écart s'est creusé de 20 points de pourcentage. Et ce que dit cette étude, c'est que le secteur de l'agriculture est le secteur le plus concerné par les bas salaires. Oui, en fait, on a plus de chances en Nouvelle-Calédonie de toucher un bas salaire si on est une femme de moins de 30 ans dans l'agriculture ou bien employée ou ouvrier dans le secteur privé. Et concrètement, les bas salaires, ça concerne un salarié sur 5 en Nouvelle-Calédonie, c'est considérable. Et sur les 6 dernières années, les bas salaires ont progressé en fait moins vite que l'ensemble des salaires. Et surtout, les bas salaires ont progressé moins vite que le niveau des prix. Ça signifie une perte de pouvoir d'achat. Donc concrètement, en faisant le même travail, les mêmes heures de travail, une employée au SMG en Nouvelle-Calédonie a un caddie moins rempli aujourd'hui qu'il y a 6 ans. La deuxième information que tu as choisie, elle a été annoncée ce matin. New Century Resources retire son offre de rachat de Vale NC. Oui, effectivement, on a appris ça ce matin par un communiqué de presse de la société australienne. Donc il faut rappeler le contexte tout de même. Une période de négociation exclusive entre New Century Resources et Vale NC avait démarré le 26 mai, Oui. Et devait s'achever aujourd'hui. Et effectivement, c'est bien achevé aujourd'hui avec ce communiqué de la société australienne qui explique que l'arbitrage entre les risques et les bénéfices pour ses actionnaires n'était pas satisfaisant, d'où la décision de ne plus se porter acquéreur de Vale NC. Et qu'est-ce qui va se passer alors maintenant ? Eh bien, ce qui va se passer maintenant, c'est que de potentiels acquéreurs alternatifs, on a entendu parler de Korea Zinc déjà, mais peut-être d'autres également, ont désormais la possibilité de manifester leur intérêt pour la reprise de Vale NC. À suivre donc. Absolument. Pour la troisième et dernière information de cette revue de presse, direction la Polynésie. L'archipel va faire un second prêt auprès de l'État pour relancer son économie. Alors Laïsa, la Polynésie a été davantage touchée que nous par la Covid sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique ? Oui. On avait parlé de cette étude du Sérum au sujet des conséquences économiques de la Covid en Nouvelle-Calédonie, il y a quelques numéros. Une étude similaire a été faite aussi pour la Polynésie. Deux secteurs en fait illustrent le fait que la Polynésie est plus vulnérable que la Nouvelle-Calédonie. Le secteur de l'industrie, le secteur du tourisme. En Nouvelle-Calédonie, l'industrie pèse à peu près 4 fois plus lourd dans la valeur ajoutée qu'en Polynésie française. Or, l'industrie, c'est un secteur qui est relativement épargné par la crise. Au contraire, si on se tourne du côté du tourisme, selon les chiffres de 2018, les entrées nettes de devises en Polynésie pour le tourisme, c'est 50 fois plus qu'en Nouvelle-Calédonie. Et à ces caractéristiques s'ajoute le fait qu'en Polynésie, il n'existe pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc ça signifie que pour dégager de nouvelles ressources, les possibilités sont assez limitées, d'où le recours pour la Polynésie à un second emprunt. En même temps, il n'est pas non plus question chez nous d'augmenter cet impôt sur le revenu, ni même en France. Le Premier ministre l'a reconfirmé récemment. Oui, dans les déclarations publiques, effectivement, la hausse des impôts n'est pas envisagée. Ceci dit, à moins que la croissance ne redécolle assez rapidement, il faudra forcément augmenter le rendement des impôts pour rembourser les prêts qui ont été contractés. Et en Calédonie, c'est possible de le faire. On a parlé lors de la dernière émission en ciblant les hauts revenus, aussi bien les revenus du travail que du capital. Et concrètement, si on ne trouve pas le moyen d'augmenter le rendement de l'impôt, ce sont nos enfants qui devront rembourser les dettes. Merci Laïsa pour ces informations. Je vous le disais juste avant, la revue de presse. Les particuliers aussi mettent le cap sur l'énergie photovoltaïque. Plus de 2000 foyers sont équipés de panneaux solaires en Nouvelle-Calédonie, soit environ 2% des foyers. C'est le cas de la famille Watanabe, installée à Pointe-Dimier. Un choix écologique, mais aussi économique. Regardez ce reportage de Michel Pimbé. À Pointe-Dimier, Eric Watanabe rêvait de ne plus payer de facture d'électricité. Sous son toit, ils sont 3 et leur consommation en électricité s'élevait à environ 25 000 francs par mois. En 2018, à Pointe-Dimier, il est le premier à installer des panneaux photovoltaïques. 35 mètres carrés de cellules photovoltaïques qu'Eric a fait installer comme environ 2000 Calédoniens. Donc c'est lui qui prend toute l'énergie des panneaux et qui transforme l'énergie des panneaux ici en 220 volts, qui fait donc la lumière, le courant dans la maison.
Ok, tu vois. Donc moi, n'importe où je suis, on va dire, sur la Calédonie ou dans le monde entier, n'importe où, mais je me connecte à mon application. Puis là, aujourd'hui, tu vois, là, je sais que je consomme, à l'heure du moment que je te parle, là, je produis 3777 watts, j'en consomme 120, ok, et le restant, là, 3645, là, je renvoie dans le réseau. Voilà, tout ce qui est en vert, c'est ce que moi, j'ai produit, et tout ce qui est en noir, c'est ce que j'ai consommé, ok, et tout le restant en vert, là, ça part tout dans le réseau, là-bas. Les fournisseurs d'électricité rachètent à 21 francs le kilowattheure sur une durée de 20 ans dès la signature du contrat. J'ai déjà produit 27 kilowatts, ok, presque 30, donc 30 kilowatts que tu multiplies par 21, ça te fait déjà 600 francs. Là, j'ai gagné 600 francs là, alors qu'on parle déjà aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Ah, mais c'est magnifique, c'est magique. La journée, quand la maison, tout le monde est au travail, lui, il est là, c'est mon employé. Il travaille ici, il n'est pas cher. Hein. Il me coûte 25 000 francs par mois. Voilà. Puis au bout de 5 ans, il va me coûter 0 francs, puis il va continuer à travailler pendant 15 ans. Eric ne paye plus de facture d'électricité, mais il doit rembourser le prêt contracté d'1,5 million, le prix des panneaux solaires. Lors de l'installation en 2018, Eric a pu bénéficier de déductions fiscales mises en place par le gouvernement, pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs aujourd'hui. Toutes mes factures antérieures, c'est tout moins. Jamais j'ai payé une facture de courant. Voilà. Depuis 2018 jusqu'à là maintenant, je suis toujours en négatif. Je ne paye plus de courant. C'est la société productrice de courant qui me donne des sous tous les mois maintenant. Afin de réduire considérablement sa dépendance au réseau, Eric et sa famille ont donc modifié leur mode de consommation électrique. J'ai une fontaine là, j'ai un gros frigidaire là-bas. Au bout d'un moment, tu te dis, mais attends. Lui, il tourne pour rien la journée. Mais tu fais quoi? Ben regarde. Hein. Tiens, regarde la prise, elle est où? Ça, c'est débranché. Si je veux de l'eau glacée, je prends ma bouteille, je remplis ma bouteille ici, puis je la mets dans le frigidaire. Ça, c'est une habitude qu'on a perdue, qu'on a changée. Enfin, comme ça, c'est une sacrée habitude. Voilà, c'est tous des petits détails. Dans 3 ans, Eric aura fini de payer son installation. Les panneaux solaires, eux, continueront de produire pendant encore au moins 20 ans. Alors Samuel, on voit qu'Eric Watanabe est très enthousiaste vis-à-vis de son installation. Il vend son surplus de production 21 francs du kilowattheure à Enercal. C'est en effet le tarif fixé par le gouvernement, mais en réalité, c'est un prix plus cher que l'électricité solaire qui sort des grandes centrales. Oui, c'est ça. Le Enercal rachète pour ce qui est des fermes solaires à 4 francs le kilowattheure. Et par contre, quand c'est des privés, enfin des ménages qui le produisent, du coup, c'est 21 francs le kilowattheure. Donc la différence de prix est importante. Disons que ce que le gouvernement a voulu faire en fixant ce prix à 21 francs le kilowattheure pour les particuliers, c'est de les inciter à installer du coup des panneaux solaires. C'est une forme d'incitation pour leur faire changer évidemment de source d'énergie, mais c'est aussi parce que en faisant comme ça, cela s'est vu sur le reportage, en regardant la consommation et la production d'énergie, on a aussi tendance à réduire nos propres consommations, en tout cas à changer les habitudes. À changer nos habitudes, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'important également. Après, il y a un autre volet, c'est sur ce qui est la filière en question, le développement de la filière et les emplois qui vont avec. Et là, il y a une centaine d'emplois à peu près à la clé. Et donc c'est pour ça que le gouvernement favorise aussi l'installation au niveau individuel. Alors Enercal achète 21 francs le kilowattheure, une électricité qu'elle pourrait acheter à 4 francs le kilowattheure. Elle la revend à 22 francs aux professionnels, à 31,38 francs aux particuliers. À la fin de l'équation, est-ce qu'il y a une perte pour Enercal ou pas? C'est vrai que ce qu'Enercal rachète à 21 francs, on pourrait l'acheter du coup beaucoup moins cher à 4 francs le kilowattheure. Donc c'est vrai que c'est un coût pour Enercal supplémentaire. La DIMAC l'évalue à plus de 300 millions le coût en question. Donc quand le gouvernement impose à Enercal de racheter à 21 francs, il n'y a pas forcément à côté une compensation de cette différence de prix. Mais encore une fois, c'est un caractère incitatif pour que les foyers s'équipent plus. Alors justement, si de plus en plus de foyers s'équipent, ce manque à gagner va devenir de plus en plus important. Est-ce qu'on peut imaginer que le prix soit revu à la baisse, le prix de rachat? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas sur la table. En tout cas, officiellement, on n'en entend pas parler. Par contre, c'est vrai qu'on peut penser qu'à moyen terme, c'est un sujet qui devra être mis sur la table, parce que certes, il faut inciter les Calédoniens à faire plus de solaire, mais si de plus en plus d'individus font du solaire, du coup le coût pour Enercal deviendra très important, et d'autant plus qu'on l'a dit en début d'émission, les coûts des panneaux photovoltaïques ont lourdement chuté ces dernières années.
Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est le recyclage des panneaux solaires. On l'a vu, d'ici 5 ans, dans le pays, de nombreux nouveaux panneaux solaires vont être installés. Ils ont une durée de vie en moyenne de 25 ans, donc il y a encore quelques années avant qu'ils ne deviennent des déchets, mais la question va forcément se poser malgré tout. Oui, c'est vrai que ce qui est des problèmes de traitement ou de recyclage des panneaux solaires, c'est une question qui est plus générale aussi pour les nouvelles énergies, pour que ce soit les éoliennes ou pour les batteries, pour ce qui est des batteries électriques, etc. Donc c'est une question qui est récurrente. Donc pour les panneaux solaires, la question se pose également. La réglementation en termes d'environnement, ce sont les provinces qui ont compétence en la matière. Et donc pour prendre un exemple, la province Sud a fait récemment, le 7 mai dernier, elle a rajouté sur la liste des produits avec filière et traçabilité derrière les panneaux solaires. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait pour les panneaux solaires également la possibilité de faire des éco-participations, comme on fait pour tout ce qui est machines électroménagers. Oui, ça devient un déchet réglementé. C'est ça. Et on aurait aussi la traçabilité du coup entre la production, disons, du marché, sur le marché, la venue sur le marché et le traitement derrière. Et c'est pareil dans les autres provinces? Alors pour les autres provinces, la province Nord par exemple, c'est dans le Code de l'environnement de 2008, il y a déjà cette notion de pollueur-payeur. Et donc c'est aussi la même idée, c'est-à-dire qu'on donne la responsabilité de ceux qui mettent sur le marché des produits de ce type comme les panneaux solaires, doivent après en assurer derrière tout ce qui va être traitement, etc. On va maintenant se tourner vers nos voisins australiens qui ont eux aussi mis le cap sur l'énergie photovoltaïque et ce à grande échelle. Pour nous expliquer cela, Laïsa est de retour. Tu as choisi 3 articles qui cette fois illustrent le boom du solaire chez nos voisins. Oui, on commence avec un article du Courrier international qui en fait nous donne un aperçu du monde d'après, du monde de demain. Aujourd'hui, l'Australie, c'est le premier exportateur de charbon sur la planète. Demain, ça pourrait devenir le leader mondial, aussi bien pour la production, le stockage et l'exportation d'énergie solaire. Avec, à la clé, bien sûr, des milliers d'emplois. Alors concrètement, comment on fait pour exporter l'énergie solaire? Alors c'est le projet dit Sun Cable qui prévoit d'ici 2027 le plus grand parc photovoltaïque au monde, avec une puissance qui serait comparable à celle de 3 réacteurs nucléaires, ou à titre de comparaison également 9 millions de panneaux solaires qui seraient installés sur les toits des maisons. Alors avec cette puissance, il sera possible de couvrir les besoins de l'ensemble du territoire du Nord, où ce projet va être mis en place. Non seulement donc les besoins du territoire du Nord, mais également les besoins de 20% des besoins de Singapour. Donc ce qui est prévu dans le projet, c'est de construire un câble sous-marin à courant continu haute tension qui ira de Darwin, dans le nord de l'Australie, jusqu'à Singapour pour exporter l'énergie solaire. Sacré projet. Oui, ça donne des idées. On descend ensuite plus au sud, direction Sydney, où depuis le mois de juillet, l'un des arrondissements de la ville est alimenté à 100% par de l'énergie renouvelable. Donc concrètement, ce sont 3 centrales solaires et un parc éolien qui couvrent donc l'intégralité des besoins énergétiques de cet arrondissement de Sydney. Le coût converti en francs CFP avoisine tout de même les 5 milliards. De francs CFP. C'est un investissement, mais j'imagine que derrière, l'idée, c'est de faire des économies à plus longue échelle. Oui, c'est un investissement à court terme, mais avec des économies prévues d'un montant de 36 millions par an pendant au moins 10 années. Et puis, bien sûr, l'enjeu à Sydney, mais plus généralement en Australie et sur la planète, c'est non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de trouver le moyen de réduire le prix de l'énergie. On termine ce petit tour australien encore plus au sud, cette fois-ci à Jamestown, dans l'état de l'Australie du Sud, où on trouve déjà la plus grande batterie lithium-ion de la planète. Donc les batteries lithium-ion, enfin leur développement, ont valu à 3 chercheurs en 2019 le prix Nobel de chimie. Donc c'est un sujet important. Ces batteries lithium-ion, on les trouve dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans les voitures électriques, et on en a un besoin stratégique pour justement le stockage des énergies renouvelables.
Parce que alors si on replace dans le cadre du solaire, l'enjeu c'est d'arriver à lisser l'arrivée d'énergie solaire dans le réseau, c'est ça? Oui, c'est ça. En particulier, là, donc c'est ce qu'on lit dans les différents articles qui parlent de ces batteries là, du sud de l'Australie, avec des apports très importants d'énergie solaire. Parfois, les charges et décharges conduisent à des blackouts, enfin des ruptures sur le réseau. Et les batteries lithium-ion sont plus stables, plus sécures, justement face à ce genre de difficultés. Et ça coûte cher, ces batteries? Sans doute. Le prix de cette immense batterie n'est pas connu. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'information, mais on se doute que c'est un prix très important. Par contre, information intéressante, c'est que le coût de ces batteries lithium-ion a été divisé par 10 en seulement 6 ans. Donc à suivre également. Oui, ça va vite. Oui, merci Laïsa pour ces informations. Alors nous arrivons à la fin de cette émission, ou presque. Samuel, on a vu que le solaire a fait un grand bond en avant et que ça va continuer dans les prochaines années. Pour autant, on ne pourra pas s'appuyer uniquement sur le solaire. Oui, c'est vrai qu'il y a le solaire certes, mais on a parlé d'éolien, d'énergie éolienne et aussi ce qui est hydraulique. La Calédonie a fait le choix il y a très longtemps du barrage de Yaté avec l'énergie hydraulique. Alors, le gros avantage de l'hydraulique, c'est la stabilité. On parlait de technique tout à l'heure. Qu'il pleuve ou pas, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, il y a toujours de l'énergie qui est produite. Donc c'est le gros intérêt de l'énergie hydraulique. Pour l'éolienne, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de roulements et beaucoup de mécanique derrière. Donc il y a une maintenance qui est assez importante à faire et c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de succès. Après, je voudrais quand même signaler quelque chose que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que ces investissements-là, si c'est de l'hydraulique par exemple avec des barrages, c'est forcément des investissements importants et donc il y a quand même pour ces secteurs, et le solaire c'est pareil, une intervention publique importante et ce qu'on oublie aussi parfois de citer, là on n'a parlé que du solaire et de la distribution, mais il y a tout ce qui est réseau derrière et c'est la Nouvelle-Calédonie via Enarcal qui prend en charge tout ce qui est câblage, tout ce qui est électrification pour transporter l'énergie. Et ça du nord au sud, aux îles, etc. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Et donc l'idée, c'est de partir sur un mix énergétique avec plusieurs types d'énergie renouvelable. C'est ça, le plus simple aujourd'hui, avec les technologies que l'on a, peut-être que le plus intéressant, le plus pertinent, ce serait plutôt de faire du mix énergétique, effectivement, parce qu'on pourrait du coup pallier les différentes périodes, soit de trop peu de soleil ou soit pas assez de vent, etc. Donc c'est peut-être important d'avoir quand même à côté du secours, malheureusement un peu avec du fossile. Sachant que le solaire occuperait quand même une partie plus importante puisque aujourd'hui, en tout cas, c'est l'énergie renouvelable la moins chère. Oui, et d'autant plus que s'il y a, comme Laïsa avait indiqué, des progrès pour tout ce qui est batterie, etc., ça se trouve, dans quelques années, on aura réglé cette histoire technique de la stabilité du courant. Merci Samuel pour toutes ces informations. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez prochainement la revoir sur notre site internet caledonia.nc. Vous y retrouverez aussi toutes les études et documents que nous avons cités au cours de l'émission. Bonne soirée sur Calédonia.